Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. En visite aux Émirats Arabes Unis, le président Hollande a précisé les 3 buts de l'intervention militaire au Mali. Arrêter l'agression terroriste, sécuriser Bamako et permettre à ce pays de recouvrer son intégrité territoriale. Pour cela, le contingent français est renforcé avec l'arrivée ce soir de troupes au sol en attendant l'aide des alliés. Tous les détails dans ce journal. Et cette décision d'intervenir au Mali vendredi dernier a occulté l'actualité sociale autour de l'accord obtenu sur la sécurisation du marché du travail. Ce soir, l'OCDE salue un accord d'envergure pour l'emploi, appelant depuis des années la France à réformer son marché du travail. L'organisation vante les mérites de la méthode du consensus et les résultats obtenus par les partenaires sociaux et le gouvernement. Notre invité sur ce sujet et d'autres, Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines, dans un instant. Jean-François Copé et François Fillon à l'heure de la cohabitation. Le groupe filloniste RUMP a été dissous à l'Assemblée. Les deux hommes sont aussi parvenus à un accord sur la direction partagée du parti et de ses postes. Autant de gestes qui montrent la volonté de tourner la page de leur duel fratricide. Mais la hache de guerre n'est peut-être pas définitivement enterrée. Dans un entretien accordé à l'Express, Jean-François Copé persiste et signe oui, il est le chef, le seul à l'UMP. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Cérémonie d'hommage cet après-midi aux Invalides, au lieutenant Damien Boiteux, le pilote qui a été tué vendredi au Mali. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a prononcé l'éloge funèbre du soldat mortellement blessé aux commandes de son appareil lors du premier jour de l'opération Serval. Le lieutenant Boiteux avait 41 ans et servait depuis 22 ans dans l'armée de l'air. En déplacement aux Émirats Arabes Unis, François Hollande a précisé aujourd'hui les objectifs de l'opération militaire déclenchée au Mali. La France n'a pas vocation à rester, a souligné le chef de l'État lors de sa visite à Dubaï. Sur place au Mali, le contingent français se renforce, confortant l'idée d'un prolongement des combats au sol. Les faits avec Flora Sauvage. Stopper les islamistes, sécuriser Bamako, préserver l'intégrité territoriale du pays et enfin assister les forces maliennes. Tels sont les 4 objectifs de l'intervention militaire au Mali. Au 5e jour de l'opération Serval, l'armée française a mené des frappes aériennes sur la ville de Diabali aux mains des djihadistes. Fort de 750 hommes, le contingent français va être renforcé pour atteindre 2500 soldats. L'objectif maintenant est l'offensive terrestre pour sécuriser l'ouest du Mali. Au plan international, le Royaume-Uni, le Danemark, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne vont fournir une aide logistique. Par ailleurs, une force africaine doit se déployer d'ici à une semaine sur le terrain. D'intenses discussions sont en cours à Bruxelles et une réunion des ministres des Affaires étrangères européens devrait se tenir jeudi. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, le conflit a déjà chassé 150 000 personnes dans les pays voisins et le nombre de personnes déplacées est proche de 230 000. Lors d'un déplacement à Dubaï, François Hollande a assuré que la France n'avait pas vocation à rester au Mali. Le but, former les militaires et fournir toute l'aide logistique nécessaire pour que l'armée malienne puisse partir à la reconquête du nord du pays. Et dans l'actualité ce soir, voici l'UMP version 2013. Une nouvelle équipe s'installe aux commandes. Les soutiens de Jean-François Copé et de François Fillon sont à parts égales. Mais s'agit-il d'une paix fragile alors que Jean-François Copé déclare dans l'Express qu'il considère toujours avoir gagné la compétition pour la présidence? Les détails avec Julie Hulin. Ils sont arrivés chacun de leur côté, copéistes puis fillonistes. Et quelques minutes plus tard, c'est l'heure sur scène du grand rassemblement. La famille UMP tout sourire, 2 mois après une crise sans précédent. Un seul visage, et pas des moindres, manquait pourtant sur la photo, celui de François Fillon, pris, selon son entourage, par un engagement personnel de longue date. Mais je crois que nous avons les uns et les autres parfaitement compris que ce que nous avons vécu ensemble ces dernières semaines et le spectacle que tout cela a donné
devant les Français commande maintenant un esprit de rassemblement total. Fini donc le RUMP, groupe dissident à l'Assemblée, et bonjour le nouvel organigramme avec comme règle le binôme. À chaque échelon, un copéiste et un filloniste travailleront ensemble. Ainsi, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse intègrent la direction du parti aux côtés de Luc Châtel et Michel Tabarot. Vous l'avez vu tout à l'heure, tout le monde est ensemble, tout le monde est rassemblé, certains même se sont touchés, donc ça veut dire que tout va bien. Moi, je ne m'impose pas d'aimer les gens qui sont dans le même parti que moi. Et je ne leur demande pas de m'aimer. Parce que c'est trop. On n'a pas décidé de tous se paxer. Jean-François Copé et François Fillon coprésideront eux la commission d'investiture du parti en vue des municipales de mars 2014. Ils géreront également la commission chargée de réécrire les statuts de l'UMP. La nouvelle équipe devra faire fonctionner le mouvement jusqu'au nouveau vote des adhérents en septembre 2013. Et ce coup dur à présent dans l'actualité sociale, 6 mois après l'annonce de la suppression de 8000 emplois par la direction de PSA Peugeot Citroën, son rival Renault dévoile qu'il souhaite réduire ses effectifs de 7500 postes en France d'ici à 2016. Le groupe automobile exclut toutefois tout licenciement sec économique. Mais ce soir, une partie des syndicats dénonce ces suppressions de postes, je cite, socialement catastrophiques. Le marathon des vœux se poursuit pour les responsables politiques après les vœux du président de l'UDI, Jean-Louis Borloo, tout à l'heure, ceux de Harlem Désir, c'était ce matin. C'est au tour, en début de soirée, du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, de présenter les siens pour la nouvelle année. L'occasion aussi de préciser les moments politiques importants à venir pour le Parlement et d'évoquer aussi, vous allez le voir, l'année écoulée marquée au Sénat par le rejet de textes emblématiques du gouvernement. On écoute un extrait. Des circonstances particulières liées à la vie politique nationale, aux choix politiques de certaines formations, et c'est bien leur droit, ont pu conduire au rejet de certains textes. Notre Assemblée se trouve en effet dans une situation jusque-là inédite. Les grands électeurs ont porté au Sénat une majorité de gauche, cela ne fait aucun doute, j'en suis presque l'incarnation. Cette majorité est diverse. Elle fait plus que jamais du Sénat un lieu d'expression du débat démocratique. Elle n'a pas aujourd'hui les contours exacts de la majorité gouvernementale. Et la suite du 22h avec notre invité à présent, ancien ministre et sénateur UMP des Yvelines, Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous dans le 22h. L'actualité est dominée par la situation au Mali. Est-ce que vous continuez de soutenir la décision du président Hollande? Tout naturellement, et avec Jean-Pierre Chevènement, il se trouve que depuis début décembre, nous coprésidons le groupe Sahel, qui réfléchit sur la situation dans l'ensemble de la zone sahélienne, créée notamment par la présence de groupes terroristes, de groupes extrémistes qui déstabilisent l'ensemble de la région depuis notamment 2 ans, et ceci s'est trouvé aggravé à la suite de l'affaire libyenne. Et donc face à cela, j'allais dire, le président de la République s'est trouvé devant la nécessité de réagir, et je partage et soutiens la démarche et la décision qui a été la sienne. Il y aura bientôt au Mali plus de soldats français qu'en Afghanistan. C'est parti pour durer cette guerre. Je ne sais pas, en tous les cas, la question qu'il faut se poser, au-delà des buts immédiats de l'opération, d'arrêter le terrorisme, de protéger aussi nos ressortissants, ne l'oublions pas, au Mali et à Bamako, en même temps de restaurer un État malien, il faudra se poser un certain nombre de questions. Poser la question d'abord du retour des institutions sur le Mali, se poser la question aussi du nord du Mali, et nous l'avons analysé, Jean-Pierre Chevènement et moi-même, où depuis très très longtemps, depuis la décennie 1960, il y a eu régulièrement des rébellions touaregs parce que la population du Nord Mali n'a pas trouvé toute sa place. Au Mali, il faudra résoudre aussi ce dossier. Et en même temps, la question qui est posée, et qui est une question plus immédiate, qui nous touche tous, à quelques jours où nous allons célébrer le traité de l'Élysée, c'est quand même la singulière absence de l'Europe. Alors, justement, sur ce dossier malien. Tous les partenaires européens nous félicitent, également le G8 ce soir, tout le monde nous félicite, mais personne ne se précipite. Comment l'expliquer? Vous savez, je me rappelais ce que disait le président précédent de la Commission de défense des affaires étrangères. Et c'est le gaulliste que je suis qui va vous dire, il faut une Europe de la défense. C'est indispensable. Et j'allais dire, après le dossier libyen, il y a ce dossier aujourd'hui où nous sommes, j'allais dire, seuls à agir. Heureusement, le Royaume-Uni, comme toujours, premier à réagir. Mais la question de la défense, l'absence de Mme Ashton dans ce débat, quelques mots de M. Van Rompuy, non.
il y a exigence à ce que l'Europe se pose la question de sa défense assourdissant commune. de l'Europe ce soir. Alors demain, il y aura à l'Assemblée et au Sénat un débat sur cette intervention, débat sans vote auquel vous prenez parti. Vous poserez les questions, probablement celles dont vous nous avez parlé. À quoi va servir, à quoi peut servir ce débat? Je crois éclairer la représentation nationale, et c'est tout à fait utile. La révision constitutionnelle a prévu que ça ne soit qu'après une certaine durée 4 mois. qu'il y ait vote. Mais il me semble important, et le président Sarkozy le faisait aussi, d'informer la représentation nationale Justement, on des a conditions de entendu l'engagement. certains parlementaires, ils sont minoritaires, se plaindre d'avoir été avertis plus tard, donc 3 jours après, comme on l'a vu hier, et ils ont été reçus par le Premier ministre, de cette intervention. En tous les cas, pour ceux qui suivaient le dossier avec attention, que ce soit le président de la Commission de la Défense et des Forces armées et des Affaires étrangères du Sénat et moi-même, comme co-président du groupe Sahel, nous avons été informés, et je dois reconnaître d'une manière républicaine. Donc le président de la République vous a informé. Il m'a fait informer. Au moment de il m'a fait informer par l'intervention, l'intermédiaire du président de la à partir de Commission. vendredi. Et ceci me semble, j'allais dire, de bonne tradition républicaine. Dès vendredi dernier, donc. Absolument. Alors l'actualité de la droite ce soir, Gérard Larcher, c'est une nouvelle direction partagée à l'UMP entre fillonistes et copéistes. Est-ce que le voisinage sera pacifique? En tous les cas, direction partagée. Maintenant, il va falloir, j'allais dire, reconstruire l'UMP. Reconstruire l'UMP parce que nous avons une responsabilité. D'abord, responsabilité de nous opposer, responsabilité de définir une ligne politique pour préparer l'alternance, responsabilité de préparer les échéances, et notamment l'échéance municipale, l'échéance européenne et l'échéance sénatoriale. Donc une direction partagée, dans laquelle il ne faut pas oublier non plus celles et ceux qui ne s'étaient pas engagés ni pour Jean-François Copé ni pour François Fillon. C'est quelqu'un qui s'est engagé pour François Fillon qui vous le dit. Une vraie famille rassemblée. C'est une famille qui prend en compte sa diversité. Est-ce que cette famille comprend aujourd'hui des sénateurs qui sont proches de vous et qui je se prends sont l'exemple, oui. ont été nommés ce soir 2 anciens présidents de groupe, Henri Drincourt, Gérard Longuet, Bruno Retailleau fait partie aujourd'hui de la direction, à côté d'autres sénateurs comme Roger Carucci. Eh bien, je crois que maintenant, c'est concrètement qu'il va falloir, j'allais dire, entre nous, partager, rassembler et en même temps définir une ligne politique. J'allais vous dire que c'est dur de s'aimer quand on s'est tant haï. L'amour, c'est pas pour maintenant. Quand on voit la photo de groupe. Il n'y a jamais eu de haine. Moi, je suis quelqu'un qui pense que dans notre diversité, il y a la richesse. Mais que cette diversité doit être respectueuse. Respectueuse des uns et des autres. En tous les cas, c'est mon attitude. Souvenez-vous, au mois de décembre, nous avons tout fait à quelques-uns, dont Henri Drincourt, dont François-Noël Buffet, mais aussi Jean-Claude Gaudin, pour éviter de voir un groupe se disperser. Nous sommes restés ensemble et c'est une responsabilité que nous avons assumée ensemble. Autre sujet, Gérard Larcher, d'importance. Vous avez la réputation d'être un expert des négociations sociales. Est-ce que l'accord sur la sécurisation du marché du travail, obtenu, je le rappelle, vendredi dernier, entre les partenaires sociaux, est-ce que cet accord constitue une avancée sociale? Est-ce qu'il est bon pour l'emploi? Il est bon pour l'emploi, il est bon pour les salariés. Parce qu'il faut qu'on cesse d'opposer salariés, emploi et entreprise. Il apporte la flexibilité nécessaire, notamment en ces temps où il nous faut retrouver de la compétitivité, en ces temps de difficultés pour les entreprises, et en même temps il sécurise les salariés. Il y a beaucoup d'avancées pour les salariés, et notamment cette capacité, j'allais dire, à avoir par exemple des droits recherchables en matière de chômage. Il y a des années qu'on en parlait. Je l'avais moi-même écrit dans des rapports, mais nous n'avions pas avancé. La complémentaire santé. De l'autre côté, la capacité d'adapter horaire, salaire dans un accord d'entreprise, la capacité aussi d'avoir des mobilités internes, je crois que c'est un accord gagnant-gagnant. Vous savez, il faut du courage pour des partenaires sociaux. Et pour le gouvernement. Parce que dans un pays comme ça... Gérard Larcher, faut-il aussi du courage pour le gouvernement d'avoir laissé les partenaires sociaux négocier cet accord? D'abord, c'était la loi de 2007. La loi Larcher. La seule qui portera Bien mon nom. sûr. Mais je me suis moi-même exprimé sur ce sujet chez un de vos confrères la semaine dernière. Il faut que le gouvernement, mais aussi le Parlement, respectent les partenaires sociaux dans le temps de la négociation. Et que nous, Parlement, même si c'est frustrant, nous respections l'accord des partenaires sociaux. Je vous le dis à l'avance. Et c'est un gouvernement de gauche qui l'a réussi. Je voterai cet accord s'il... je voterai cet accord quand il viendra devant le Parlement. Je vous entends bien ce soir. Vous vantez les mérites de cet accord. Vous le voterez donc au mois de mars quand il arrivera au Parlement. Savez-vous que votre voix est singulière à l'UMP, où le président de l'UMP, Jean-François Copé, critique cet accord sévèrement ce soir? Écoutez, moi, ma voix, elle est la voix de l'expérience d'un ministre du Travail. Eh bien, la ligne politique, elle est la voix pas encore de trouvée à quelqu'un qui l'UMP. reconnaît, par exemple, aux partenaires sociaux
qu'ils soient représentants, Patrick Bernasconi, Laurent Berger, mais aussi la CFTC, mais aussi la CGC, ont eu du courage. Je pense aussi à l'UPA. Il y avait des débats dans la partie patronale. La CGPME. Eh bien, moi, je salue cette avancée. Bien sûr, c'est sans doute pas encore l'accord historique, mais attention. Moi, je salue le courage de ceux qui ont été plus loin, qui ne se sont pas drapés dans des attitudes stéréotypées. Avec les emplois d'avenir et les contrats de génération, cet accord qui se concrétisera donc en loi au mois de mars forme un pacte pour mener la bataille contre le chômage. Je ne voterai pas les emplois, le contrat de génération comme je n'ai pas voté les emplois d'avenir. Non, pas du tout que je pense qu'il ne faille pas de ce type de contrat. J'ai moi-même créé ce type de contrat. Mais vous savez, les contrats de génération qui ne sont pas financés, et dans lesquels les effets d'aubaine vont être grands. Je crois que cette notion de génération, elle est un concept important, mais comme elle est présentée dans le projet de loi, là, je ne le voterai pas. Mais on ne peut pas reprocher en tous les cas au gouvernement son inertie sur le dossier de la bataille contre le chômage. Vous savez, la vraie bataille, c'est la compétitivité des entreprises. Car seule, j'allais dire, la compétitivité des entreprises créée, c'est pas réglé par le seul accord. J'ai regretté l'usine à gaz du crédit impôt, qui est quelque chose de lent, de trop long. Il faut vraiment qu'on se batte pour la compétitivité de nos entreprises et en même temps que nous accompagnions nos salariés parce qu'on est face à un chômage de masse. Et que face à un chômage de masse, j'allais dire, il faut avoir le courage de réformer. C'est ce qu'ont fait les partenaires sociaux. C'est une rentrée parlementaire qui est chargée, Gérard Larcher, avec à la fin du mois ce texte débattu autour du mariage pour tous. Vous avez défilé dimanche, on vous a vu contre ce texte et le lendemain, vous avez été confronté de nouveau à la détermination réelle du président et de son gouvernement de faire adopter ce texte. Il en a les moyens. Et maintenant, j'allais vous dire, qu'allez-vous faire ? Et maintenant, nous allons nous battre au Parlement par rapport à ce texte. Moi-même, j'avais depuis longtemps, et vous connaissez mes positions qui sont des positions souvent très mesurées sur ces sujets de société. Je pense que ça nécessitait un débat dans le pays, opposer le pays. Le fracturer sur ce type de débat n'est pas bon. Je remarque que vous en parlez au passé, ça nécessite un débat, donc la page est tournée. Non, la page n'est pas tournée. La page n'est pas tournée pour moi. La question, par exemple, de repousser la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui à un autre texte, c'est finalement une manœuvre. Voilà pourquoi, pour moi, je ne partage pas ce changement profond de structure de société. Ça aurait au moins mérité un débat. Peut-être que dans ce débat, nous aurions trouvé des solutions pour répondre à un certain nombre d'attentes légitimes de ceux qui ne vivent pas leur amour, j'allais dire, comme un homme et une femme. Ça n'est pas le sujet. Mais il y a le sujet de l'enfant, il y a le sujet de la filiation, il y a des sujets éthiques. Vous savez, on fait des grands débats nationaux sur les questions environnementales et sur un sujet de société, on n'aurait pas un grand débat national. Voilà pourquoi je mènerai un combat à la fois raisonné et déterminé. Au Parlement, plus dans la rue donc. Mais s'il revient dans la rue, je serai encore dans la rue. J'y étais le 17 novembre et nous n'étions pas si nombreux le 17 novembre. Nous parlons du Sénat ? Bien sûr. Allons-y et nous allons parler de ce qu'on appelle le binôme paritaire. On va l'expliquer aux téléspectateurs. Un homme, une femme, tout le monde connaît, on connaît la chanson. Et en politique aussi, ça s'appelle la parité. Alors la formule la plus aboutie de cela, c'est le binôme qui verra le jour lors des prochaines élections cantonales. Les explications de Jérôme Rabier. Regardez, on en parle juste après. C'est une petite révolution qui se prépare pour les cantons, ces petites circonscriptions électorales qui n'ont pas bougé depuis 200 ans. François Hollande l'avait promis lors des États généraux de la démocratie territoriale. Le texte arrive aujourd'hui au Sénat. Il faudra désormais voter pour un binôme composé d'un homme et d'une femme. La parité parfaite sera ainsi respectée dans les conseils départementaux qui remplaceront les conseils généraux. C'est une rénovation de la vie politique au niveau départemental en tout cas, puisque on va en gros avoir la moitié moins de cantons à travers notre pays, et puis on aura la présence de femmes, ce qui n'était jamais vraiment arrivé dans la vie politique au niveau départemental, puisqu'on devait atteindre 14%, ce qui était entre nous ridicule. Une parité réelle mais à marche forcée pour l'opposition qui regrette la disparition du conseiller territorial au profit de ce système binominal. Le conseil général, on le conserve, mais on va lui infliger un mode de scrutin dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est original et qui n'existe nulle part ailleurs, sauf, paraît-il, dans quelques... en Écosse ou en Islande, je ne sais pas. Bon, donc c'est quand même un petit peu curieux. Mais ce qui inquiète le plus au centre et à droite, c'est le redécoupage des cantons, car 2 élus par circonscription implique de diviser leur nombre par 2.
C'est les cantons ruraux qui vont pâtir de ce redécoupage, puisque dans certains cas, pour faire un canton, il faudra regrouper 4 à 5 cantons ruraux. Et donc il y aura une baisse très importante de la représentation de la ruralité dans les conseils généraux, ce qui est extrêmement préoccupant pour le monde rural. Préoccupant pour la ruralité, mais aussi pour les élus de droite et du centre qui sont le plus souvent élus dans ces circonscriptions rurales. Sachant que c'est le ministère de l'Intérieur qui décidera seul du redécoupage, beaucoup dans l'opposition dénoncent une loi plus électoraliste qu'électorale. Alors Gérard Larcher, cette réforme institutionnelle va entraîner un redécoupage des cantons. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour un redécoupage neutre politiquement? Non, c'est clair. Vous ne faites pas confiance au ministre de l'Intérieur? Excusez-moi de le dire ainsi fortement, c'est la première fois qu'il n'y a pas de commission indépendante pour exprimer un avis sur un redécoupage qui va se faire place Beauvau à coup de ciseaux. Et je me rappelle d'autres découpages. Et la réaction de l'opposition d'ailleurs. Oui, d'Alain Marlex, le redécoupage. Vous vous souvenez ce que disait l'opposition? Il y avait une commission qui contrôlait derrière. La deuxième des choses, Hervé Moret, c'est l'élu d'un département assez urbain, les Yvelines, qui va vous dire, et en tant que sénateur, au fond, c'est le territoire rural qui est clairement visé par le projet du gouvernement. Et ce territoire rural, je vais en prendre un exemple qui n'est pas dans les Yvelines, qui n'est même pas dans le bassin parisien. Si je prends par exemple le Gard, la population est sur la côte, les Cévennes seront sans doute extrêmement peu représentées. Et ne pas représenter le territoire dans un conseil départemental et se limiter à une variabilité de plus ou moins 20%, c'est, je crois, un mauvais... Et c'est contraire à l'esprit même de la représentation du territoire que nous devons incarner ici. C'est majeur, c'est un mauvais coup porté au territoire rural. Pour terminer, Gérard Larcher, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a présenté ses vœux tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez cette année de la présidence du Sénat et du Sénat de manière générale? Je n'ai pas toujours été tendre depuis quelque temps. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai vu un Sénat chaotique finir l'année. J'ai envie d'un Sénat autonome, d'un Sénat audible, d'un Sénat visible, d'un Sénat reconnu, d'un Sénat audacieux, d'un Sénat qui ne soit pas aligné. Ça ne veut pas dire qu'ils ne débattent pas, regardez, le Sénat d'avant... Vous faites confiance à Jean-Pierre Bel pour porter ce Sénat autonome, visible, reconnu, audacieux? Écoutez, en tous les cas, j'ai lu ce que disait Jean-Michel Baillet ce matin dans les colonnes du Figaro. Je souhaite vraiment qu'il incarne le Sénat parce que je crois que le rôle d'un président, c'est d'incarner. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci Gérard Larcher. La suite du 22h avec Avenir. Le débat du mardi soir, ça va vous intéresser. Et cette inquiétude autour des otages français détenus au Sahel alors que le contingent français se renforce et poursuit ses bombardements contre les djihadistes. L'angoisse des familles est terrible bien sûr. Le gouvernement assure de son côté tout faire pour leur libération et prône dans le même temps un discours de fermeté. Nous ne céderons pas au chantage, a ainsi prévenu François Hollande. Alors, comment, dans ces conditions, peut-on espérer avancer vers la libération de ces otages? Et plus généralement, y a-t-il changement de méthode, de politique, voire de doctrine de la France lorsque ses ressortissants sont kidnappés? Le débat, c'est juste après le tour de l'info de Mounir Soussi. La croissance démographique a stagné en 2012. L'INSEE recense 65 586 000 Français. Avec 300 000 personnes supplémentaires, la France enregistre sa plus faible progression depuis 10 ans. Il y a de plus en plus de générations du baby-boom qui arrivent au-delà de 65 ans. Et donc ça, c'est un effet mécanique qui va augmenter le nombre de décès indépendamment de l'évolution de l'espérance de vie qui joue à beaucoup plus long terme. Donc il faut avoir conscience de ça pour savoir que le vieillissement est inéluctable et qu'il faut s'y préparer. Le nombre de décès, 571 000, a grimpé de 5% et atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. La faute à un hiver particulièrement rigoureux. Malgré ce surplace démographique, la France reste vice-championne d'Europe de la natalité derrière l'Irlande. Les Français de plus en plus conservateurs sur les questions sociétales et libéraux en économie. Ces deux points ressortent de la dernière enquête du Cevipof. Le baromètre sur la confiance politique montre aussi une défiance vis-à-vis des institutions. 85% des personnes interrogées estiment que leurs dirigeants ne tiennent pas compte de leur avis. Les équipes municipales souffrent moins de cette fracture avec les élus, mais 54% des Français pensent que la démocratie fonctionne mal. Principale raison de cette défiance, la crise qui se prolonge et la déception post-présidentielle. L'Union européenne contraint un nouveau membre cette année. Le Sénat a adopté à l'unanimité le traité d'adhésion de la Croatie qui deviendra en juillet le 28e pays membre. Aujourd'hui, la Croatie a retrouvé durablement le chemin de la paix.
Les relations qu'elle entretient avec son voisinage sont apaisées. Des efforts sont faits partout dans cette partie de l'Europe. L'Assemblée nationale se prononcera jeudi. À l'avenir, les prochaines adhésions devront être ratifiées par référendum ou à la majorité des 3/5 du Parlement. Gaston Flosse, le sénateur de la Polynésie française, condamné à 5 ans de prison ferme et d'inéligibilité et plus de 80 000 € d'amende pour favoritisme dans l'attribution de marché. Il était soupçonné d'avoir touché plus d'1 200 000 € en liquide de la part de l'homme d'affaires Hubert Haddad. L'élu n'a pas été incarcéré. Ses avocats annoncent qu'il fera appel de ce verdict. Dans le dessin du jour, la patronne des patrons ne veut pas perdre son travail. À l'approche des élections au MEDEF, Laurence Parisot envisage de changer les statuts pour briguer un 3e mandat, une manière comme une autre de sécuriser son emploi. Avec l'intervention et l'implication militaire de la France au Mali, l'angoisse des familles des otages français détenus au Sahel va grandissante. Paris assure tout faire pour leur libération, mais les messages de représailles des groupes terroristes inquiètent bien sûr au plus haut point. Notre journaliste Paul Bouffard a notamment rencontré la fille, vous allez le voir, de Serge Lazarevic, enlevé en novembre 2011 au Mali. Regardez. Depuis 14 mois, Diane Lazarevic vit dans l'angoisse, jamais loin de son téléphone. Son père Serge, enlevé avec Philippe Verdon par Al-Qaïda au Maghreb islamique, est retenu depuis novembre 2011. L'intervention française au Mali accentue sa peur. La France a privilégié l'intervention et au détriment des otages. J'ai du mal à croire que des négociations sont possibles. Il n'y en avait déjà pas avant, je ne vois pas comment il peut y en avoir maintenant. En sachant que la France attaque les ravisseurs. Donc je ne vois pas comment ça peut évoluer. Une angoisse d'autant plus forte qu'elle estime manquer d'informations. J'ai appelé le Quai d'Orsay le jour où j'ai su qu'il y avait une intervention qui ne m'a pas plus apporté d'informations que ce que j'ai vu à la télé. Vous n'êtes pas beaucoup tenu au courant en fait par le Quai d'Orsay? Le Quai d'Orsay appelle en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Jean-Louis Normandin est président de l'association Otages du Monde. En 1986, il est retenu par le Hezbollah pendant plus de 600 jours. Pour lui, la diplomatie française fait son travail. Jamais le Quai d'Orsay ne pourra combler et rasséréner l'angoisse des familles, mais je les ai trouvés plutôt, je dirais, mains tendues, bras ouverts et portes ouvertes. Devant les Français, Jean-Marc Ayrault défend une méthode. Il est conscient des risques. Est-ce que l'intérêt d'État prime sur celui des otages ? Pour l'avoir vécu au Liban, où, pour mémoire, nous étions sous la cohabitation et François Mitterrand avait dit on ne négocie pas, et dans le même temps Roland Dumas était à Téhéran, que la droite négociait parallèlement avec la gauche et en plus se tirait la bourre. Donc les discours officiels, je les respecte, je les entends, je les écoute, mais je ne suis pas obligé de les gober. Il faut parler à l'ennemi. Thierry Doll, otage au Niger depuis septembre 2010, compte dans ses soutiens le sénateur Hervé Marseille. Pour lui, impossible de rompre le dialogue. Tous les gouvernements ont toujours nié l'existence de négociations. On sait très bien que pour libérer des otages, il faut discuter avec le ravisseur et quelquefois même faire davantage. De son côté, Diane Lazarevic multiplie les interviews. Le silence, elle n'en veut pas. Je pense qu'il faut médiatiser les otages au maximum. Comme disait Hervé Guéquer, des otages oubliés sont des otages morts. Une autre angoisse hante la jeune femme, celle d'une libération par la force. En Somalie, l'intervention des forces spéciales s'est soldée par un échec, avec la mort de soldats français et l'incertitude sur le sort de l'agent de la DGSE, Denis Alex. Nous ferons tout pour sauver nos otages, a réaffirmé le gouvernement français. Et tout en rappelant cette préoccupation majeure et constante pour la libération des otages, le président Hollande a également précisé qu'il refuse tout chantage. La France, comme de nombreux pays, est tiraillée entre la conduite des négociations et donc le paiement d'une rançon aux terroristes. Et puis la volonté, bien sûr, de ne pas céder au chantage. Alors quelle est aujourd'hui la position, la doctrine de la France sur cette question si sensible des otages? On en parle avec nos invités ce soir. Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes grand reporter au Figaro. Depuis plus de 20 ans, vous parcourez les terrains les plus brûlants de l'actualité et les plus dangereux. On retrouve d'ailleurs le récit de vos voyages dans votre livre intitulé « Retour
à Peshawar. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, le sénateur Jacques Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Avec nous ce soir, Philippe Rochaud, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur du livre Dans l'islam des révoltes, publié chez Ballant. Et vous êtes aussi un ex-otage retenu au Liban, c'était en mars 1986. Merci d'être avec nous. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Merci Jean-Louis, bonsoir à vous. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, tout d'abord, on l'a dit, l'intervention au Mali expose sans doute davantage les otages détenus dans cette région. Le gouvernement, par la voix de Jean-Marc Ayrault, se dit conscient de ces risques, mais affirme que ne rien faire n'aurait pas débloqué la situation. Philippe Rochaud, est-ce que vous pensez que l'intervention de la France au Mali peut précipiter le sort de nos otages? Est-ce qu'elle fait porter des risques importants aujourd'hui? Oui, oui, je le pense, parce que dès l'instant où l'armée française attaque, les ravisseurs vont tenter de se venger un peu sur les otages, et c'est toujours ce qui se passe. Moi, j'ai remarqué pendant ma détention que durant les périodes de tension, les ravisseurs s'en prenaient aux otages, c'est-à-dire ils se vengeaient de l'attitude de la France sur vous. Donc j'espère que ça se passe pas trop mal pour eux, mais je redoute cela. Maintenant, les otages deviennent quand même très précieux, parce qu'on n'imagine pas non plus qu'ils vont les tuer maintenant, dès l'instant où ils deviennent, au contraire, un enjeu essentiel. Donc d'un côté, la situation est très dangereuse pour leur sécurité, de l'autre, peut-être que ça peut débloquer aussi la situation. Maintenant, les négociations dans cette situation-là ne sont pas possibles, parce qu'il n'y a plus de dialogue. Déjà, jusque-là, le dialogue se faisait par l'intermédiaire de chefs tribaux locaux et jamais directement. Donc là, ça complique aussi la négociation. Jacques Gauthier, c'est cela, situation contrastée à la fois pour ces otages précieux, encore plus aujourd'hui, mais en même temps risquée avec une intervention au Mali. Oui, je crois que mon voisin a bien résumé la situation. On sent bien que l'intervention française fait monter d'un cran la menace qui pèse sur les otages, mais je crois en effet aussi que parallèlement, la propre survie d'un certain nombre d'extrémistes djihadistes passe par la survie de nos otages. Donc il est vrai que c'est compensé partiellement, même si on peut craindre que physiquement ils les bousculent un peu plus qu'ils ont pu le faire par le passé pour se venger en effet des victoires sur le terrain que nous allons remporter, je n'en doute pas. Renaud Girard, est-ce que ce sont les mêmes groupes qui détiennent certains otages et qui sont combattus aujourd'hui au Mali? Oui, ce sont les mêmes groupes. Il y a, si vous voulez, la France en train de prendre un tournant, comme vous l'avez dit un petit peu. Je pense que c'est un tournant qui est un bon tournant. Visiblement, enfin, s'il faut comprendre le président Hollande en disant on ne paye plus de rançon, il a raison. Il a eu tout à fait raison de faire une expédition. C'est aussi clair pour vous Somalie. Ce soir, il y a un changement de... J'espère qu'il y a un changement, je ne sais pas sûr, mais il a fait une expédition effectivement en Somalie. Elle n'a pas été chanceuse, mais ben, voilà, le sort des armes n'est pas toujours favorable. Là, notre professionnel de la DGSE est militant islamiste Chebab, c'est bon. Mais effectivement, la France a pris un très dangereux penchant depuis Giscard, en fait. Depuis Giscard, on a donné de l'argent à Hissène Habré, qui est aujourd'hui accusé de crime de guerre, qui va être jugé d'ailleurs. Donc on a donné de l'argent à ce futur criminel de guerre, Hissène Habré, pour libérer une ethnologue qui s'appelle Françoise Claus. Et ensuite, ça a continué, si vous voulez, ça a continué. Et ça finit par se savoir que la France, à chaque fois, payait. La France disait, on ne paye pas, mais ça s'est su. Et ça s'est su à tel point qu'on a été au Kenya récemment chercher une Française, une vieille dame française, qui est d'ailleurs morte dans sa détention. Et pourquoi pas une Anglaise? Il y a beaucoup plus d'Anglaises qui passent leur retraite, qui prennent leur retraite au Kenya que les Français. Parce qu'on sait que les Anglais ne paient pas de rançon. Tandis que maintenant c'est su que les Français. Et je pense que le paiement des rançons est quelque chose de contre-productif. Et même d'immoral, parce que vous avez parlé des otages en Afghanistan. Nous, les journalistes, et je l'ai écrit dans une chronique, et je l'ai témoigné à l'Assemblée nationale, moi je ne veux pas qu'on paye de rançon pour moi, je ne veux pas que le Premier ministre se prosterner dans une mosquée si je suis pris en otage, je le dis et je l'ai écrit dans le Figaro. Nos confrères de France 3 qui sont allés en Afghanistan, nous sommes libres, personne ne vous oblige à aller en Afghanistan. Ils sont allés dans une vallée très dangereuse, ils ont pris leurs risques, pour bien faire leur métier, c'est tout à leur honneur, mais verser une rançon à ces preneurs d'otages est très dangereux, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Immédiatement après, ils ont acheté des armes pour tuer davantage de soldats français en Afghanistan. Et si nous avons cette situation aujourd'hui au Mali, pourquoi? Au début, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'était que quelques types en sandales avec des carabines. Mais ils ont pris en otage
il y a 3-4 ans, des touristes italiens et allemands. Les gouvernements allemands et italiens ont payé des rançons. Avec cet argent, ils se sont équipés, ils se sont devenus une armée. Ils ont eu sans doute aussi de l'argent du Golfe. Et évidemment, l'affaire libyenne leur a donné une force extraordinaire, exponentielle, puisque tout l'armement qui a été pris dans les dépôts de Kadhafi s'est retrouvé Kadhafi contre les plus de la région en leurs mains. Mais si vous voulez, au départ, ces gouvernements occidentaux ont fait l'erreur de payer des rançons. Il faut être comme les Anglais, il faut ne plus payer de rançons. On va en parler dans un instant. On a l'impression que pour vous, les affaires d'otages, c'est uniquement des affaires de rançon financière. Pas du tout. Les affaires d'otages, elles sont compliquées parce que c'est des affaires de rançon politique, justement. Bon, par exemple, dans notre cas, enlevé au Liban, c'était en pleine guerre entre l'Irak et l'Iran, et la France fournissait des armes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Et il y avait aussi le problème Eurodif, etc. Donc tout ça, c'était beaucoup plus important que la maigre rançon, entre guillemets, qui a sans doute été versée à la clé de notre libération. Et dans le cas de Guéquière et Taponnier, c'est exactement la même chose. Ils ont été enlevés. Au début, les ravisseurs demandaient la libération de 500 prisonniers dans les geôles de Kaboul, et même des prisonniers qui étaient détenus par les Américains, au Pakistan aussi. Et donc c'était impossible à obtenir. Et finalement, la négociation s'est terminée avec la libération simplement de 2 prisonniers. Mais évidemment, il a fallu attendre 1 an et demi pour cela. Changer intégralement de politique. On avait un ministre qui s'appelait Pasqua, qui était à un moment membre de cette assemblée. On va terroriser les terroristes. Il n'a jamais terrorisé personne. La France a cédé. C'est-à-dire que la France avait une politique nucléaire qui semblait être réfléchie, c'est-à-dire de ne pas rembourser à l'Iran l'argent que l'Iran avait mis dans le projet Eurodif nucléaire. Et à l'issue d'une simple prise d'otage de journalistes par le Hezbollah, la France a changé à 180 degrés de politique nucléaire au Moyen-Orient. C'est quand même très grave. C'est quand même très grave que qu'un grand pays puisse voir sa politique changer à 180 degrés. Vous avez parlé de la multiplication des prises d'otages ces dernières années. C'est devenu un véritable, on va l'appeler comme ça, business des otages. Alors Jean-Louis Gombault, ce sont des sommes considérables qui sont utilisées pour quoi? Pour acheter des armes? Pour le trafic de drogue? Par rapport à ce qui vient d'être dit, l'otage est une prise de guerre financière, mais d'abord politique. D'abord, la prise de guerre financière est tout à fait marginale par rapport au poids de la prise de guerre politique. Et pour un responsable politique, le volet politique est absolument majeur par rapport donc à ce qui se passe dans la région, mais aussi par rapport à ce qui se passe chez lui en France. C'est-à-dire que tout dépend, et je crois que l'évolution, ce que vous signalez à l'instant est importante, l'évolution de l'opinion publique sur les otages est en train d'évoluer, peut-être malheureusement pour eux, dans le sens de l'indifférence. C'est-à-dire dans la mesure où vous avez un soulèvement dans l'opinion publique pour la libération des otages, il est très difficile pour un président, un responsable politique, d'aller à l'encontre. Et avec la multiplication des otages, on entend de plus en plus souvent des gens vous dire « ils n'avaient qu'à pas être là ». Donc, avec la multiplication des otages, du business des otages, dont je vais dire un tout petit mot à l'instant, l'indifférence est en train de monter. Et peut-être que la France est le dernier pays, parmi tous ceux que vous avez cités, vous avez parlé des Britanniques, on pourrait également parler des Israéliens qui, eux, n'ont jamais payé. La libération de Gilad Shalit, c'était contre 500 prisonniers palestiniens, donc ça s'appelle quand même payer, même si c'est pas des séquelles qui sont livrées comme ça. Voilà. Et donc je crois que c'est un élément qui doit tenir en compte. Alors maintenant, d'ailleurs, quand on regarde les sommes en jeu, je ne sais pas combien vaut un étage au Sahel aujourd'hui, ça doit valoir dans les 20 millions de dollars peut-être, ou peut-être un peu plus, ou un peu moins. Je vais préciser que pour les otages actuellement détenus au Niger, Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait réclamé une somme de 90 millions d'euros. Mais il y en a 6, donc à peu près, ça fait à peu près la somme que... Enfin, je crois qu'il y en a 6. Hein, 6 plus 2. Oui. 6 plus 2. Donc on arrive à, bon, mettons 10 millions. Donc par rapport à l'ensemble des trafics dont vivent les gens, les terroristes ou islamistes, ou tout ça est un petit peu mélangé, on ne s'y retrouve pas très bien, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des sommes qui le remuent dans le financement de leur guerre. Jacques Gauthier. Je crois que chaque prise d'otage est un cas différent. On voit que l'otage israélien, c'est un échange de prisonniers et donc la demande des ravisseurs sera différente. Lorsqu'on regarde la Somalie, au-delà de l'otage, il y a le bateau. Et on va faire payer le bateau, sa cargaison à l'armateur, tout autant que la vie des membres d'équipage qui sont à bord. Dans le cadre du Sahel, on voit bien en effet qu'au début,
c'est des trafiquants d'armes, trafiquants de drogue et trafiquants d'hommes et de femmes, de vie humaine, qui ont un prix plus ou moins élevé selon la période, selon l'environnement. Et je crois qu'en effet, pendant des années, officieusement, beaucoup de pays ont négocié, certains ont refusé de le faire, certains refusaient de le faire tout en négociant. Et je crois que de toute façon, un politique est amené à avoir deux fers au feu. C'est-à-dire qu'il va devoir essayer de trouver les bons réseaux, le bon interlocuteur, comme le disait Philippe, pour arriver à obtenir au moins une information, qui le détient, comment il le détient, qu'est-ce qu'il attend du pouvoir, et de l'autre côté, préparer le cas échéant, si cela est possible, une intervention avec toutes les difficultés. Donc, on a vu ces temps-ci. Situation, vous nous voilà. dites, évidemment, c'est différent. On ne peut pas généraliser aujourd'hui ce qui vient de se passer en Somalie, où il s'agit d'une opération DGSE sur un agent de la DGSE, avec des opérations plus générales. Oui. Est-ce que vous imaginez que la France puisse dire, eh bien, c'est fini, je ne paye plus de rançon? Et on pense évidemment aux États-Unis, avec, on s'en souvient tous, le journaliste du Wall Street Journal, c'était Daniel Pearl, pris en otage, décapité par les membres d'Al-Qaïda au Pakistan, c'était en 2002, après un message au gouvernement américain resté sans réponse. Est-ce que le gouvernement français pourrait agir ainsi ? Non, je pense que tout État démocratique digne de ce nom ne peut pas mettre une croix sur ses otages en disant ils avaient qu'à pas y aller, tant pis pour eux, on ne va pas engager la nation tout entière pour aller les sauver, etc. Je pense qu'aucun État démocratique n'a ce raisonnement-là, même pas les Américains. Sur l'affaire de Daniel Pearl, il y a certainement eu des contacts qui ont échoué, mais je veux dire, les Américains ont tenté quelque chose, de même que les Britanniques font exactement la même chose. Même s'il n'y a pas de négociation, il y a toujours une espèce de tentative de dialogue. Pourquoi vous l'avez pris, relâchez-le. Il y a des appels de famille aussi qui sont peut-être entendus, qui peuvent émouvoir les ravisseurs, qui peuvent aussi sensibiliser le gouvernement. Donc, si vous voulez, je pense que nos États sont en mesure de négocier. J'étais en Irak quand il y a une dame qui s'appelle Margaret Hassan, dont tu te souviens peut-être, qui était une femme, une Anglaise, mais qui avait consacré sa vie aux enfants irakiens, les aider, elle fait une ONG, elle était anglaise, elle était mariée à un Irakien, c'est pour ça qu'elle s'appelait Margaret Hassan. Elle a été kidnappée par Al-Qaïda en Mésopotamie et les Anglais ont refusé de payer la rançon. Elle a été décapitée. Ça a beaucoup choqué, il y a eu des appels à la libérer, c'était une femme. Mais ensuite, moi quand je suis allé à Bagdad, les Anglais et les Australiens, parce que l'Australie a la même politique que les Anglais, ne payent pas de rançon, me disaient, ben voilà, c'est très simple. Toi, il y a marqué 5 millions de dollars sur ta tête. Moi, et l'Australien qui me racontait l'histoire, il avait été pris, puis les types l'avaient trouvé sympa, l'avaient libéré. Il m'a dit, sinon ils me tuent. Ils peuvent me tuer parce que je suis un Anglais ou je suis un Australien. Mais sinon, c'est pas de valeur. Et ça lui est arrivé. Et nous, moi en tant que reporter, je vous le dis très sincèrement, ça me gêne qu'on sache que mon gouvernement, parce que je suis journaliste, est prêt à se mettre à plat ventre, est prêt et que donc j'ai une valeur et que je vaux 10 millions ou 15 millions de dollars. On dit qu'on a donné 15 millions de dollars. On peut apprécier votre courage, mais on imagine aussi l'angoisse des familles de ces otages qui sont détenus et de ces otages eux-mêmes qui se retrouvent dans ces situations et qui peuvent espérer qu'on vienne les libérer par n'importe quel moyen aussi, Philippe. Je comprends très bien l'angoisse des familles, mais je pense que c'est un piège infernal, un cercle vicieux infernal. On était beaucoup trop loin, la France était beaucoup trop loin, il est su. Maintenant, c'est complètement su. On n'aurait pas dû payer à Hissène Habré. On n'aurait pas dû payer. On a aidé un criminel de guerre, Hissène Habré, et maintenant on le juge. Il faut savoir, si vous voulez. On n'aurait jamais dû commencer. Il n'y a pas les familles, il y a l'opinion publique. Enfin, j'insiste là-dessus parce que politiquement, c'est très important. Enfin, nous avons beaucoup manifesté. Il y a eu si le gouvernement engage des négociations, paye une rançon politique, etc., il a besoin du soutien de l'opinion publique. Ça, c'est certain. Voilà. Messieurs, il y a eu des grandes manifestations pour nos otages au Liban, par exemple, énormes. On ne les voit pas. On ne voit pas un mouvement aujourd'hui pour nos otages actuels. Je voudrais qu'on termine en pensant évidemment aux otages qui sont détenus au Sahel. Philippe Rochaud, comment leur témoigner du soutien? Comment évidemment les médias se mobilisent? Est-ce qu'ils se mobilisent suffisamment selon vous? Et quel est l'équilibre qui est difficile à trouver entre tapage médiatique et silence parfois nécessaire aussi pour le bon déroulement des négociations?
Oui, comme vous dites, l'équilibre est très difficile à trouver. Moi, je suis contre le silence, comme par exemple au début de l'affaire Guéquière-Taponnier, on n'en parlait pas du tout, on ne montrait pas les images, etc. Puis peut-être après, on a basculé un peu trop, on en parlait un peu trop, donc ça pouvait servir un peu trop les ravisseurs, quoi. Donc l'équilibre est très difficile à trouver. Moi, je suis pour le juste milieu, c'est un peu simple. Le mot de conclusion, monsieur le sénateur. Écoutez, moi j'irai au-delà des otages, je parlerai des ressortissants français. La France a une tradition, c'est qu'elle intervient pour protéger ses ressortissants. On l'a vu à Abidjan, on l'a vu au Tchad il y a 2 ans. La France a cette tradition, ce qui fait qu'elle a parfois, elle donne parfois l'impression d'aller au-delà. Qu'elle continue à préserver cette tradition. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Merci pour ce débat très intéressant. J'espère qu'il aura intéressé nos téléspectateurs. À suivre à présent l'émission politique Preuve par 3. Je vous souhaite une belle soirée. À demain avec plaisir. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy et bon connaisseur de l'Afrique, est notre invité. Bonsoir, monsieur Guéant. Bonsoir, monsieur Grosjean. Merci d'être avec nous ce soir, alors que la France est engagée, donc depuis 4 jours maintenant, dans une guerre contre le terrorisme au Mali, un tournant dans le quinquennat de François Hollande. Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront sur ce plateau. Il sera question également, bien sûr, de l'UMP, nouvelle formule, apaisée ou non, et puis de vous, dans votre robe d'avocat, une nouvelle orientation dans votre carrière. Mais d'abord, bien sûr, les risques terroristes pour la France. Est-ce qu'il faut craindre les djihadistes lorsqu'ils menacent de frapper la France en son cœur ? Oui, les djihadistes ont effectivement, ces dernières heures, menacé par communiqué la France. Je dois dire que ce n'est pas nouveau. Tout au long des mois et des années qui viennent de s'écouler, il y a eu des menaces explicites à l'égard de la France, dénoncées comme étant l'ennemi principal. Cela étant, sans qu'il faille s'affoler, il est certain qu'il y a un relèvement du niveau de menace. Et à cet égard, il faut prendre toutes les postures de vigilance qui sont nécessaires. Vous pensez que ces djihadistes africains peuvent susciter des vocations dans notre pays ? Tout peut arriver. Il est vrai que d'abord, je pense que nos compatriotes ou nos établissements qui se situent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale se trouvent particulièrement menacés. Nous en avons eu malheureusement des illustrations dans le passé, notamment avec les prises d'otages. Donc pour eux, c'est plus facile d'agir en Afrique. Cela étant, les flux de population sont incessants entre la France et l'Afrique et ils peuvent aussi susciter des vocations chez nous ou envoyer des commandos. Ceci dit, ce n'est pas si simple que cela. Il faut prendre des mesures de sécurité générale, c'est ce que le gouvernement a fait en renforçant le niveau du plan Vigipirate. Et puis, il faut que les services de renseignement continuent à être extrêmement attentifs à toutes les menaces, même les plus infimes, ou à toutes les alertes qui peuvent se manifester. Vous faites confiance en Manuel Valls ? Écoutez, Manuel Valls a de très bons services que j'ai eu l'honneur de diriger. Je sais la qualité de ses services. Ah, je pensais que vous parliez des services de Manuel Valls lui-même. Ses bons états de service à lui. Des services de police et de renseignement. Vous avez parlé des otages, effectivement. Il y en a encore 7 qui sont détenus au Niger. Oui. Est-ce qu'ils sont... On ne sait pas où ils sont détenus. Pas véritablement, non. Mais est-ce que, je ne veux pas dire qu'on les sacrifie, mais est-ce qu'on les oublie au nom de la raison d'État ? Le gouvernement a répondu à une situation d'urgence. Il est clair que les colonnes islamistes prenaient le chemin de Bamako. Il était tout à fait inenvisageable que la capitale du Mali, qui fait plus de 2 millions d'habitants, tombe entre les mains des islamistes, avec tout ce que ça comporte comme conséquence, la loi de la charia, les mains que l'on coupe, l'interdiction de fumer, l'obligation pour les femmes de se voiler, etc., etc. D'autre part, s'ils allaient jusque-là, c'était le début d'une tache d'huile qui pouvait s'étendre à toute la région, et c'était la fin d'un régime démocratique au Mali, alors que le Mali a longtemps été un exemple. Donc il fallait faire quelque chose, c'est tout à fait évident. Mais les otages on les expose en ce qui concerne évidemment. Les otages, je pense que évidemment le gouvernement y pense. Je crois pour ma part que
le risque pour les otages ne s'est pas aggravé. Alors évidemment, nos adversaires islamistes ne sont pas forcément complètement rationnels, mais ils peuvent être tentés par des coups médiatiques indiquant à la France en particulier, à l'Occident en général, qu'ils sont les maîtres de la situation, qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. Et ça pourrait être dangereux pour les otages. Mais s'ils sont rationnels, ils doivent bien se rendre compte aussi que le prix des otages a augmenté. Et que par conséquent, il est très important de les garder en vie. D'accord. François Hollande a été explicite, bien sûr, sur les objectifs de cette intervention militaire française. Vous l'avez dit, stopper la montée des colonnes djihadistes sur Bamako, préserver la capitale malienne. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'exécutif sur les objectifs poursuivis dans leur ensemble? Les objectifs me semblent peu contestables sur le plan militaire. Oui. Sur le plan politique. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut aussi introduire une dimension politique dans le règlement de ce problème. N'oublions pas que le Mali, depuis le coup d'État qui a amené le départ de Hamani Touré, est sous un régime qui n'a pas de légitimité. Ce n'est pas normal. Et on ne peut pas avoir des institutions fortes, on ne peut pas avoir un État fort, on ne peut pas avoir une armée disciplinée, organisée et forte s'il n'y a pas un État légitime. Mais c'est pas la France qui va installer un nouveau pouvoir. Ce n'est pas la France, bien sûr. Mais dès lors que la France prête un concours qui est tout à fait considérable, et d'autant plus considérable que, 1, il est puissant, 2, il est pour l'instant tout à fait solitaire, il est normal que la France dise aussi son point de vue là-dessus. Ça me semble tout à fait nécessaire, de la même façon que nous savons que dans la naissance de ce conflit et dans l'implantation des terroristes dans le nord du Mali, il y a une, complaisance de la part du monde touareg du nord du Mali. Et s'il y a cette complaisance, cette familiarité qui s'est créée au fil des années entre le monde touareg du nord Mali et les terroristes, ça veut dire qu'il y avait un malaise au sein de l'État malien entre le pouvoir central et les touaregs. Et là aussi, je crois qu'il faudra apporter des solutions qui ne me semblent pas d'ailleurs hors de portée. Enfin, il y a beaucoup de pays qui sont confrontés à des identités très particulières et qui savent leur donner leur place dans le respect de l'unité nationale. Alors, vous avez souligné la solitude de la France actuelle. On attend... J'ai dit que pour l'instant, on était seul. On est seul pour l'instant. Nous sommes aidés sur un plan logistique par les Britanniques, par les Canadiens, qui je crois sont les forces combattantes, il n'y en a pas d'autres que les Françaises. Par les Américains, mais pour l'instant, effectivement, au sol, ou bien à la tête, aux commandes d'avions de chasse ou de bombardement, il n'y a que des Français. Alors, la France a-t-elle eu raison de se démentir en quelque sorte? Puisque François Hollande avait dit que la France ne livrerait pas la bataille seule, et qu'elle viendrait justement en appui logistique d'une force régionale. Je crois qu'il faut reconnaître plusieurs choses. D'abord l'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure. Il fallait aller vite, et seule la France était en mesure de réagir rapidement, parce qu'elle a depuis longtemps déjà des troupes dans la région. À la fois des troupes de l'armée de l'air, des troupes terrestres. Elle avait la capacité de réagir, ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il faut bien voir aussi que la France intervient sous mandat des Nations Unies. D'autre part, dernière chose à laquelle il faut prêter attention, parce que c'est très profond dans la relation que nous pouvons avoir avec l'Afrique, la France est intervenue à la demande de l'État malien. Il a beau être pas très légitime, il n'empêche qu'il représente aujourd'hui le pays. Donc la France a eu raison d'intervenir. Nous savons par ailleurs, et le Premier ministre a dit tout à l'heure que ce serait fait dans une semaine, que les pays africains de la région ont prévu de concentrer 3300 hommes qui pourraient aider l'armée malienne. Mais vous savez, dans cette affaire, je crois qu'il faut aussi savoir ce que l'on veut. Je crois que quand on fait la guerre, on la fait vraiment, on la fait pas à moitié. Et je crois à cet égard que le gouvernement eût été bien inspiré de nous dire tout de suite, d'ailleurs, quels étaient les buts. Enfin, je me souviens, en fin de semaine dernière, le gouvernement nous disait encore que les troupes françaises n'interviendraient qu'en appui des troupes maliennes et n'interviendraient pas au sol, alors que de Bamako, on nous montrait des images de blindés qui étaient en train de se préparer. Les blindés, c'est pas en l'air. Oui, mais justement, la guerre au sol, elle est indispensable face au combat
combattants djihadistes, qui connaissent si savez, bien le désert, leur territoire, qui peuvent y rouler, dit-on, vrai. les yeux fermés même la nuit. Ça, je ne sais pas, mais ce sont des bons combattants qui sont très déterminés, qui sont très armés, puisque aussi bien ils se sont servis dans les arsenaux du colonel Kadhafi. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, étaient des mercenaires du colonel Kadhafi. Qui rentrent au pays. Et ils rentrent au pays avec leur armement. Par ailleurs, les troupes islamistes ont beaucoup augmenté. Enfin, je me souviens que quand j'étais auprès de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, on disait que ces troupes étaient de l'ordre de 500 ou 600 personnes. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont entre 2500 et 3000 combattants, ce qui en fait des éléments redoutables. Mais ce qu'il faut, de toute façon, c'est aussi tenir compte du terrain. Je le disais tout à l'heure, au fil du temps, les islamistes sont devenus familiers du désert et sont devenus familiers des habitants du désert. Bon, ça veut dire qu'ils vivent avec eux. Et on a bien vu hier qu'ils cherchaient à occuper un village pour se mêler à la population et gêner ou empêcher l'intervention française. Et c'est vrai que nous n'allons pas aller bombarder des villages au risque de tuer ou de blesser des populations civiles. Oui. Donc ce genre de choses, ça ne se traite qu'à terre. Alors vous avez cité la Libye. Est-ce que la France, avec d'autres pays d'ailleurs, n'a pas contribué à armer nos ennemis d'aujourd'hui avec ces armes qui reviennent de la Libye? On peut toujours refaire l'histoire. Je rappellerai simplement la raison de l'intervention française et britannique en Libye. Cette intervention est intervenue quelques heures seulement avant que la ville de Benghazi, qui est une très grande ville, soit noyée dans le sang. Bien sûr. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a ces armes qui reviennent et qui sont retournées contre nous. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des armes qui viennent d'ailleurs, vous savez. Oui. Alors, vous avez dit que l'important, c'était notamment de restaurer l'autorité politique à Bamako. François Hollande déclare à Dubaï que la France n'a pas vocation à rester au Mali. Vous approuvez bien sûr également cette déclaration du chef de l'État. Bah oui, c'est clair. Le Mali, c'est le Mali. C'est tout à fait certain. Néanmoins, la guerre peut durer. Quand on met le doigt dans cet engrenage, on ne sait pas combien de temps il faut. C'est très difficile de le dire, et c'est pour cela que je dis il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Si on l'a fait, il faut la faire vraiment, parce que si on ne la fait pas vraiment, ça peut durer très très longtemps. Et plus on la fait vraiment, moins ça dure. Mais ça dure quand même quelques semaines, voire quelques mois. Est-ce que l'unité nationale et le soutien de l'opinion publique suivront également? Écoutez, pour ma part, je l'espère. Oui. Bon, il faut Vous pouvez répondre sur le premier point, sur l'unité nationale. Une guerre, ça n'est pas dangereux. Une guerre, c'est dangereux. C'est pas sans risque une guerre. Et nous avons malheureusement eu, je crois que la cérémonie a eu lieu aujourd'hui même, en l'honneur de sa mémoire, un pilote d'hélicoptère qui a été tué parce qu'il a reçu une balle dans une artère. Bon, malheureusement, je crains qu'il y ait d'autres morts. Mais cela étant, l'enjeu est important. Parce que, je le disais déjà tout à l'heure, si nous n'arrivons pas à stopper cette affaire-là, le nous étant très collectif, ça ne concerne pas que la France, ça concerne tous les pays de cette région et ça concerne le Royaume-Uni, les États-Unis, ça concerne tout le monde qui est l'objet de la haine des islamistes. Si nous n'y arrivons pas, eh bien nous risquons d'avoir une sorte de gros Afghanistan dans une région avec laquelle nous avons des liens très forts, très particuliers, qui ne sont pas seulement politiques, mais très affectifs, parce que on parle du Mali, il y a énormément de Maliens qui vivent en France et qui deviennent des Français souvent. Donc nous ne pouvons pas tolérer cela. Et il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que le débat politique ou les guerres politiciennes autour des autres sujets de l'actualité, dans tous les domaines économiques, sociaux, etc., changent de nature quand des militaires français sont engagés à l'extérieur, risquent leur vie ? Au nom de la France. Je dirais qu'il faut bien séparer les choses. Et il y a unité nationale, et je m'en réjouis, comme je crois tous les responsables politiques, autour de cette intervention au Mali. Mais il y a d'autres sujets qui caractérisent la vie politique de notre pays. Qui méritent toujours les invectives. Pas les invectives, les critiques ou les propositions. Je crois que l'unité qui se fait autour de l'intervention au Mali ne doit pas donner au gouvernement et au président de la République ce sentiment qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Très bien. En tous les cas, on le voit aujourd'hui, 3 faits semblent se conjuguer pour accréditer l'idée d'un virage dans le quinquennat. Donc, on en a longuement parlé, bien sûr, la guerre au Mali, l'accord sur la flexibilité qui a été obtenu, qui a été réclamé en tous les cas par le chef de l'État, et puis également son inflexibilité sur le mariage gay. Le gouvernement
eh bien, reste impassible malgré la mobilisation de dimanche des opposants. Au château, on guette un rebond dans les sondages. On va pouvoir en parler dans un instant avec Suzette Bloch de l'agence France-Presse qui vous interrogera également sur la situation à l'UMP. Mais d'abord, donc, le point sur ce rebond politique et sondagier attendu à l'Élysée avec Fabrice Cunet. Ensuite, vous réagirez, Monsieur Guéant. D'accord. Il a son accord, sa manif et sa guerre. Ces mots sont ceux d'un conseiller de l'Élysée. D'abord, l'accord sur le marché du travail trouvé vendredi valide la méthode du chef de l'État qui s'était personnellement impliqué pour que ces négociations aboutissent. Je sais que les partenaires sociaux, je leur fais confiance, saisiront cette occasion. Face à la mobilisation contre le mariage pour tous, ensuite, l'Élysée est resté ferme, quitte à s'attirer les foudres de l'opposition. Vouloir imposer d'en haut, comme le fait M. Hollande, un projet sans aucun véritable débat qui, en réalité, bouleverse complètement l'organisation juridique de la famille en France, ça n'est vraiment pas le moment. Et il y a bien sûr l'intervention au Mali. François Hollande endosse cette fois le costume de chef des armées. Cette opération confirme la détermination de la France à ne pas céder au chantage des terroristes. La séquence de ces derniers jours a animé la réunion du groupe socialiste au Sénat ce matin. Ici, pas de doute, le quinquennat vient de vivre un tournant. Le président a changé de dimension. Il est dans le costume d'un président de la République qui assume ses responsabilités et qui prend des décisions courageuses qui sont importantes au moment où il le faut. À droite, on reste beaucoup plus mesuré, mais la fermeté affichée sur 3 tableaux par François Hollande a visiblement surpris. Conseiller que vous avez été validerait cette séquence pour le président Hollande? Oui, mais nous on cherchait toujours les issues. Et donc là c'est